Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour la suite de nos vidéos consacrées à la programmation pour Arduino. Alors avant toute chose, merci pour vos commentaires, vos soutiens, merci à tout le monde vraiment. Voilà, merci pour vos remarques, pour votre intérêt dans la chaîne, tout simplement. Tout ça c'est pour vous. C'est sûr que quand j'ai commencé ces vidéos, je ne savais pas vraiment si le contenu allait adapter et puis si tout simplement ça allait intéresser quelqu'un. Alors je sais que bon nombre d'entre vous aimeraient que les vidéos sortent plus rapidement. Voilà, malheureusement, moi je suis tout seul pour gérer tout ça, donc aussi bien la pédagogie que la partie cinématique, l'éclairage, la prise de son. Donc forcément, ça prend un petit peu plus de temps à sortir. Mais ne vous inquiétez pas, on a encore beaucoup de choses à voir. Alors, tant que vous êtes intéressés, eh bien, on va continuer notre formation sur Arduino. Donc voilà, vraiment, merci beaucoup. Allez, trêve de baratin, on va tout de suite s'intéresser au sujet de la vidéo, les objets en programmation. Alors c'est vraiment un concept fondamental aujourd'hui en informatique. Presque tous les langages commerciaux qui permettent de développer les applications que vous utilisez tous les jours utilisent la notion d'objet. Donc voir ça ensemble aujourd'hui, c'est vraiment pas une perte de temps. On s'en sert en Arduino, mais aussi si un jour vous vous intéressez à d'autres langages, donc tout ce qui est famille des C++ ou Java, voilà, on va utiliser les objets. Donc vraiment un concept puissant et intéressant. Aujourd'hui, c'est une introduction, d'accord? On va juste essayer de comprendre l'idée, la notion, le concept. C'est pas avec cette modeste vidéo qu'on va en 20 minutes devenir des maîtres des objets. Mais voilà, quand on commence la programmation, quand on tombe sur le concept d'objet, c'est un petit peu déroutant au début. Donc, une fois de plus, on va essayer de voir ça très simplement ensemble. Et à la fin, j'espère qu'on se fera une meilleure idée des objets en programmation. Alors, qu'est-ce qu'un objet en programmation? Pour répondre à cette question, on va commencer par une analogie avec un objet du monde réel. Prenons par exemple, je ne sais pas, au hasard, un parasol. Parasol, donc, qu'on peut planter dans le sable pour se protéger du soleil. Ce parasol, analysons-le d'un peu plus près. Il a des caractéristiques, des propriétés qu'on peut éventuellement changer. Par exemple, là, il est ouvert, mais on peut imaginer le parasol fermé. Sa couleur aussi, ici, il est bleu, mais on pourrait l'imaginer de couleur verte. Et également, ce parasol, il peut être planté dans le sable ou au contraire, posé par terre au sol. Ouais. Donc, on a ici, en regardant notre parasol, on a certaines propriétés qui apparaissent comme son ouverture, sa couleur et son blanchage. À partir de ces caractéristiques, de ces propriétés, on va pouvoir définir des parasols. Alors par exemple, on peut imaginer un premier parasol qui serait ouvert, de couleur verte, et planté dans le sol, ce qui correspondrait, pourquoi pas, à un état 1. Et puis, on peut changer les propriétés de ce parasol et puis obtenir un autre parasol qui lui serait fermé, de couleur bleue et posé par terre, qui serait un état 2. Donc on voit que ces propriétés, on peut les changer. Ici, donc, on a 3 paramètres et à chaque fois, on a 2 choix. Donc 3 fois 2, on pourrait définir 6 parasols différents grâce tout simplement avec les caractéristiques qu'on a définies pour notre parasol. Maintenant, je l'ai dit, on peut les changer et pour ça, pour changer ces caractéristiques, on aurait besoin d'actions possibles sur ces caractéristiques. Par exemple, ouvrir ou fermer le parasol, changer sa couleur et bien sûr, planter ou poser au sol le parasol. Donc ça, ce sont des actions qu'on définit par rapport aux caractéristiques de notre parasol. En informatique, c'est exactement la même chose. Alors, c'est le vocabulaire qui change un peu. Les caractéristiques, on n'appelle pas ça des caractéristiques, on appelle ça des attributs. Et en fait, ces attributs, ce sont tout simplement des variables attachées à cet objet. Par exemple, on va créer
une variable qui s'appelle ouverture, qui est de type booléen, et qui va pouvoir prendre la valeur soit vraie, soit fausse, donc true ou false. Et par exemple, eh bien, on va définir si ouverture est vraie, eh bien, c'est que le parasol est ouvert. De la même manière, on va créer une chaîne de caractères qui s'appelle couleur, qui contient en toutes lettres la couleur du parasol. Et enfin, bien sûr, vous l'avez compris, une troisième variable qu'on appelle plantage, qui est également de type booléen, qui va nous dire bien, si le parasol est planté dans le sable ou au contraire posé par terre. Alors pour les actions, c'est à peu près la même chose, sauf qu'on appelle ça des méthodes en informatique. Et ce sont plus précisément des fonctions. Alors je sais qu'on n'a pas vu encore ensemble les fonctions, c'est l'objet de la prochaine vidéo qui arrive très rapidement, je l'espère, dont voilà, très important, les fonctions programmation. Ce que je peux vous dire en attendant, eh bien une fonction, c'est simplement un sous-programme dans votre programme principal. Et ce sous-programme, normalement, est censé faire une tâche bien précise. Alors ici, c'est clair, c'est ouvrir, fermer, changer la couleur, planter, poser au sol. Donc, des méthodes qui vont agir sur les caractéristiques de notre objet. Mais on n'est pas obligé, on peut aussi imaginer des méthodes qui vont interagir avec d'autres objets. On pourrait par exemple créer une méthode qui s'appellerait mettre du sable dans les yeux du voisin, qui aurait pour cible un autre objet qui s'appellerait voisin 1. Voilà. Alors concrètement, comment ça marche maintenant, les objets? Eh bien moi, développeur, mon travail en fait consiste à écrire le plan de fabrication de l'objet. C'est-à-dire dans un fichier, définir toutes nos variables, ouverture, couleur, plantage, et je peux même en rajouter, par exemple X et Y, les coordonnées du parasol, et puis d'écrire toutes les méthodes, toutes les fonctions associées à cet objet. Et donc là, j'écris ce qu'on appelle la classe de l'objet, ici, parasol. Et en fait, en écrivant cette classe, en écrivant ce plan de fabrication, eh bien, c'est exactement comme si je créais un nouveau type de variable. On avait vu ensemble les types de variables de base dans nos précédentes vidéos. Entier, flottant, chaîne de caractères. Eh bien, grâce aux objets, vous pouvez créer votre propre type personnalisé de variable. Ici, je peux créer une variable P0 qui est de type parasol. Et donc, ce qui se passe, c'est que je vais créer en mémoire une petite capsule qui s'appelle P0 et qui va contenir toutes mes variables liées à cet objet-là et qui va représenter eh bien, mon petit parasol. Je peux faire la même chose, je peux encore créer une deuxième variable qui cette fois-ci s'appellerait P1 et serait également de type parasol. Ça va me créer une deuxième capsule en mémoire indépendante de P0. Et P1 aura ses propres valeurs, ouverture, couleur, plantage, XY, liées à l'objet, à la variable P1. Et je peux faire ça, ainsi de suite, tant que j'ai de la mémoire. Je peux créer autant de variables que je veux. Alors, à quoi ça sert de se compliquer la vie avec les objets? Eh bien, il y a deux intérêts majeurs, deux intérêts principaux. Le premier, une gestion plus efficace et plus logique de la mémoire. Prenons un exemple. Par exemple, on a une petite plage sur laquelle on va vouloir disposer nos parasols. Pour ça, je vais utiliser une instruction qui va me permettre de créer le parasol en mémoire. On dit que je vais créer une instance de ma classe parasol. Je vais transformer ma classe parasol en mon plan de fabrication en un vrai objet en mémoire, donc une instance de mon objet parasol. Alors, l'instruction, la ligne de commande, ne vous y attardez pas trop. Ici, c'est juste pour l'exemple parce que ça change en fonction des langages de programmation. Mais voilà, passons rapidement. Ce qu'on fait ici, c'est que je crée une variable P0 de type parasol et je vais l'initialiser, en créer une instance aux coordonnées x0, y0, ce qui va effectivement créer mon parasol P0.
Et puis je continue, je peux créer un deuxième parasol P1 aux coordonnées x1, y1, ce qui va créer mon deuxième parasol. Et ainsi de suite. Je vais répéter mes instructions tant que je veux. Je peux créer un parasol P14 aux coordonnées x14, y14, et ainsi de suite jusqu'à remplir entièrement ma plage. Bien sûr, il faut de la mémoire, suffisamment de mémoire. Alors, ici, pour l'exemple, bien sûr, on devrait normalement utiliser un tableau d'objets. Oui, parce qu'un tableau peut sauvegarder des objets. On ne va pas créer comme ça 23 variables P à la suite des autres. Ce n'est pas très efficace. Mais ici, je fais volontairement, je ne fais pas la chose la plus optimum pour ne pas compliquer un peu plus le sujet des objets. C'est pour vraiment rester sur les objets et pas compliquer avec les tableaux d'objets. D'accord? Donc voilà, petite parenthèse. Quel est l'intérêt de tout ça? Eh bien, chaque petite instance P0, P1, P2, P3 sont indépendantes les unes des autres. Donc si je veux par exemple modifier P14, eh bien tout simplement si je veux changer sa couleur, je vais utiliser cette instruction P14.changer la couleur en vert. Donc ici, c'est la syntaxe utilisée en Arduino, objet.méthode. Et vous voyez ici que ça ne s'applique qu'à P14. Les autres ne sont absolument pas perturbés par ce que je viens de faire. De même, si je veux fermer mon parasol P14, eh bien je vais faire P14.fermer. C'est aussi simple que ça à utiliser les objets une fois qu'on a pris le temps d'écrire la classe associée. Alors pourquoi c'est beaucoup plus efficace de fonctionner avec des objets? Parce que imaginez sans objets, comment devrais-je faire pour gérer tous mes parasols? Eh bien, il faudrait que je crée un tableau pour chacune de mes caractéristiques. Un tableau d'ouverture, un tableau de couleur, un tableau de plantage. Et on dirait que l'indice des tableaux correspondrait chacune à un parasol. Donc l'indice 14 correspondrait à mon parasol P14. Ça veut dire qu'en fait, on disperserait en mémoire toutes les données relatives au parasol P14. On le disperserait dans plusieurs tableaux. Alors qu'avec les objets, eh bien, au contraire, je vous ai dit, on va créer des petites capsules qui contiennent toutes les données relatives à un objet. Ici, P0, c'est une petite capsule qui contient ses propres variables, ouverture, couleur, plantage. P1 également et P14 également. Donc tout ce qui concerne P14, je vais le regrouper au même endroit en mémoire. Et c'est beaucoup plus efficace et beaucoup plus logique. Parce que maintenant, si je souhaite supprimer P14 de la mémoire, eh bien tout simplement, je vais faire P14.enlever, donc enlever une méthode que j'aurais écrite exprès, qui va supprimer P14 de la mémoire. Effectivement, faire disparaître mon parasol P14 sans toucher aux autres. L'intégrité de mes données est assurée. Avec les tableaux, le problème c'est qu'il faudrait que j'aille manuellement supprimer P14 de chacun de mes tableaux. Et si malheureusement j'oublie de le faire dans un des tableaux, eh bien mes données ne vont plus être alignées. Le problème, c'est que mon indice de tableau ne va plus correspondre à mon indice de parasol. Dans le meilleur des cas, eh bien, le programme va s'arrêter, il va planter tout simplement. Et puis, dans le pire des cas, le programme continue, va engendrer des erreurs de calcul et peut devenir complètement fou et faire n'importe quoi. Alors vous pouvez me dire, oui, 3 tableaux, ça doit être pas trop compliqué à gérer. Mais il faut comprendre que dans des programmes beaucoup plus complexes, comme des jeux vidéo par exemple, presque tout le temps, les unités que vous voyez à l'écran, ce sont des objets qui peuvent avoir des dizaines d'attributs, de variables associées à cet objet. Donc ça fait autant de tableaux à gérer, plus des unités qui apparaissent, qui disparaissent, ça deviendrait très très rapidement impossible à gérer. Alors, grâce aux objets, je vous ai dit, l'idée 1, au lieu de disperser les données
à droite à gauche concernant une même donnée, on va les regrouper dans une sorte de petite capsule en mémoire et c'est beaucoup plus logique et c'est beaucoup plus efficace. Donc ça, c'est le premier intérêt aux objets. Alors, ce n'est pas cet intérêt-là qui va être fondamental pour nous en Arduino, c'est le deuxième. Les objets, en fait, permettent de créer ce qu'on appelle des interfaces, c'est-à-dire une relation simplifiée entre vous, l'Arduino, et le matériel que vous essayez d'utiliser. Prenons un premier exemple, Serial, qu'on a utilisé dès nos premières vidéos, qui permettent donc d'afficher des messages sur le moniteur série, donc on trouve à droite du simulateur, mais sur une vraie carte Arduino, il y a également un moniteur série qui permet d'afficher des messages. Eh bien, Serial, c'est un objet système, un objet qui est créé par la carte Arduino. Je ne peux pas la créer, je ne peux pas la détruire, mais c'est quand même un objet. Et comment on a utilisé cet objet? Eh bien, vous vous souvenez, la première instruction à faire pour utiliser le moniteur série, c'est serial.begin 9600. Objet.méthode. Ici, la méthode begin, qui va en fait créer une interface pour vous simplifier l'utilisation du port série. Vous n'avez pas à comprendre vraiment exactement ce que fait la carte Arduino, comment fonctionne le port série. C'est la fonction begin qui se charge de dialoguer avec le récepteur, de mettre en place les transactions. Vous n'avez pas à vous soucier du nombre de bits, du contrôle de flux, de tout ça. Non, tout ça est pris en charge pour vous par l'interface begin. Pareil, pour envoyer un message, on faisait serial.printText. Très simple à utiliser. Mais derrière, vous n'avez pas, vous, à savoir exactement ce qui se passe au niveau du moniteur série, que voilà, texte est placé, découpé en caractères, placé des nœuds tampons, envoyé. Non, tout ça est géré pour vous simplifier la vie. Et voilà, ça, c'est une force de la carte Arduino. C'est comme un ascenseur. Pour utiliser un ascenseur, vous n'avez pas à comprendre exactement comment fonctionne cet ascenseur. Votre travail, vous, c'est de comprendre l'interface, donc les boutons pour changer d'étage, voilà. Et c'est ça qui rend les cartes Arduino très puissantes et très faciles à utiliser aujourd'hui. Donc, pour piloter des moteurs électriques, j'utilise cette carte. C'est ce qu'on appelle un driver moteur. Alors, pour faire simple, un driver moteur, c'est simplement une vanne qui va plus ou moins laisser de passer de courant électrique pour faire tourner plus ou moins vite un moteur électrique. Alors concrètement, comment je fais? Eh bien, cette carte, je vais simplement la fixer sur le dessus de la carte Arduino. Je vais brancher mes batteries et mes moteurs. Mais maintenant, au niveau programmation, eh bien, comment ça marche? Dans un premier temps, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que pour utiliser la plupart des cartes qui sont proposées pour Arduino, en fait, le fabricant vous propose une bibliothèque à télécharger. Qu'est-ce que c'est que cette bibliothèque? Eh bien, tout simplement, c'est la classe de l'objet qui va servir d'interface pour contrôler cet objet. Donc, tout ce travail de création du plan de fabrication de l'objet a déjà été fait pour vous par le fabricant. Ces bibliothèques, vous allez les placer dans un dossier spécial Arduino et là, vous êtes prêt à utiliser la carte. Donc, au début de mon programme, je dois intégrer cette bibliothèque à mon programme grâce à cette directive --include, le nom du fichier que me fournit le fabricant. Ensuite, eh bien, je dois réaliser une instance de cette classe. Donc, je vais créer tout simplement une variable ici que j'appelle mon moteur, qui est du type donc, Dual MC33926 Motor Shield. Ça, c'est spécifique à cette carte-là. Et vous voyez que le type de ma variable, c'est le nom du fichier fourni par le fabricant. Maintenant, comment je pilote mes moteurs? Eh bien, dans ma fonction setup, tout simplement, je vais d'abord faire mon moteur.init, objet.méthode.
Init, en fait, c'est une fonction qui va configurer l'Arduino pour pouvoir dialoguer avec cette carte, qui va faire des tests de vérification. Est-ce que tout est en place? Est-ce que tout est correctement alimenté? Et une fois que c'est fait, je continue le programme derrière. Et pour faire tourner mon moteur, et bien tout simplement, le fournisseur me propose cette syntaxe, donc mon moteur.set M1 speed. Alors M1 en fait c'est parce que ici on peut piloter deux moteurs M1 et M2. Donc si je veux piloter M1, j'utilise set M1 speed. Et entre parenthèses, je mets une valeur entre moins 400 et 400. Et on va dire que 400, eh bien c'est à fond en marche avant et moins 400, c'est à fond en marche arrière. Donc set M1 speed, moins 400, je vais tourner à fond en marche arrière. Mais je peux doser, je peux mettre n'importe quelle valeur entière entre moins 400 et 400. Par exemple, si je veux aller à mi-puissance, je vais faire set M1 speed 200. Et tout simplement, si je veux stopper mon moteur, je vais faire set M1 speed 0. Donc vous voyez, grâce aux objets, la force des interfaces créées par les objets, en quelques lignes, en quelques minutes d'abord, et en quelques lignes, je peux piloter des moteurs électriques. Et c'est vraiment en ça que voilà, Arduino explose au niveau prototypage, parce que c'est très facile à utiliser. Et vous n'avez pas, vous, à comprendre exactement ce que fait cette carte. Alors, attention quand même, que Arduino ne devienne pas une boîte noire et que vous ne sachiez absolument pas ce qui se passe. Au contraire, moi je vous incite à savoir, avoir une idée de comment marche votre capteur, votre périphérique. Pourquoi? Vous achetez votre matériel, vous le branchez, vous écrivez votre programme, vous compilez, tout se passe bien, vous lancez votre programme, ça fait exactement ce que vous voulez. GG, well play, bravo, félicitations, c'est la situation idéale. Mais en vrai, en informatique, en technologie, c'est rarement le cas que ça se passe si bien du premier coup. Et là, c'est là qu'on a besoin de savoir ce qui se passe. Pourquoi? Parce que si jamais ça ne marche pas, ou si vous voulez utiliser la carte d'une façon qui n'est pas exactement prévue par le fabricant, là, vous allez devoir vous plonger dans la littérature et savoir exactement ce qui se passe. Donc, de toute façon, il faut avoir une idée du fonctionnement de tout ça, que ça ne devienne pas, voilà, vraiment, je vous dis, l'idée de la boîte noire, c'est quelque chose qui n'est pas vraiment agréable et acceptable. Donc voilà, on a fini pour cette petite introduction sur les objets, une petite introduction modeste. J'espère que vous aurez bien saisi donc le concept d'objet, les caractéristiques, les attributs et les méthodes associées à cet objet. On crée des petites capsules indépendantes en mémoire qui va nous permettre de les gérer beaucoup plus efficacement que si les données étaient dispersées dans des tableaux et des tableaux et des tableaux. Et deuxièmement, la grande force en Arduino, l'utilisation d'interfaces qui va nous permettre, voilà, ça change le travail du développeur. Vous n'avez plus, vous, à vous soucier de toute la chaîne d'information, de transmission. Non, votre travail, vous, c'est de comprendre l'interface fournie par le fabricant de la carte. Et ça change tout. Et c'est pour ça, voilà, une fois de plus, que c'est vraiment puissant, ces petites cartes-là. Voilà, on se laisse là-dessus. Et puis, je vous dis à très bientôt pour la suite de nos vidéos. Ciao!